Voilà, là on a une vue à peu près panoramique sur le lanceur. On voit bien le corps central du lanceur. Ici, en fait, vous avez le cœur névralgique du système où, en fait, convergent l'ensemble des informations qui permettent de donner ou non l'autorisation pour le lancement. Voilà. Ouais, c'est le plan qu'on ne veut jamais louper parce que c'est le plan où on la voit le mieux. Et puis il y a vraiment ce côté insolite de la fusée qui est sur la route. Nous devons nous assurer dans la mission de protection du lancement de la fusée Ariane qu'il n'y a personne sur cette zone. Le lanceur est devant nous là, et maintenant dans 40 secondes, le ciel va s'éclairer, le lanceur va décoller, ça va être magique. Vous allez voir à la fois une lumière intense, on va croire que le soleil va se lever sur l'horizon. Regardez ça. Tout le monde a la pression qui monte, là c'est bon, là, ça vient là. Nous sommes à Kourou. À 7h du matin, il fait déjà 30 degrés à l'ombre. L'homme qui savoure son café au soleil va vivre une semaine exceptionnelle. Jean-Marie Bourjade, 55 ans, va pour la première fois de sa vie commander le décollage d'une fusée Ariane. Ce sera dans 4 jours. Aujourd'hui, il va diriger la répétition générale. Ça consiste en fait à répéter, c'est-à-dire à reproduire le plus fidèlement possible la séquence de lancement qui va se produire dans une semaine, un petit peu moins d'une semaine. L'enjeu est de taille, Jean-Marie est confiant. Alors serein et concentré, et en fait cette concentration elle va s'accentuer de plus en plus. Auparavant, Jean-Marie travaillait dans la dissuasion nucléaire. Désormais, il est l'un des 7 DDO, ou directeur des opérations du Centre spatial guyanais. Il est donc le chef d'orchestre du lancement d'une fusée. Ça a quelque chose de mythique. Tout le monde a toujours un peu en tête la fusée de Tintin, et de fait, il se trouve que Ariane 5 y ressemble. Et il y a quelque chose de... je dirais de familier, je pense, et quelque chose d'affectif qui lie d'ailleurs, je pense, la plupart des gens à ces lanceurs, à ces fusées. La réplique de la fusée, du lanceur Ariane 5, la voici, fièrement dressée à l'entrée du Centre spatial guyanais. Ça me rappelle une petite histoire qu'on m'a racontée d'un caméraman d'ailleurs qui restait braqué sur du haut de la montagne Café, qui restait braqué sur ce lanceur en espérant qu'il décolle, et il a été un peu déçu parce qu'il n'a jamais décollé. Aujourd'hui donc, Jean-Marie Bourjade se rend à la répétition générale du 210e lancement d'Ariane. Le premier vol de cette fusée, ou plutôt de son ancêtre, Ariane 1, c'était en 1979, le 24 décembre. Joyeux Noël! Kourou, 18h, 14 minutes 38 secondes, heure de Paris. Ça y est, Ariane s'élance dans le ciel du Centre spatial guyanais, poussée par les 250 tonnes des 4 moteurs de son premier étage. Une ascension verticale impeccable que l'on peut suivre grâce aux 12 caméras de télévision. Pourtant, Ariane n'a pas été la première fusée à s'envoler de Guyane. L'histoire de l'aérospatiale à Kourou remonte à la fin des années 60. À Kourou, 50 km au nord de Cayenne, le long de la côte, une ville nouvelle sort de terre. Et non seulement une ville, mais une zone technique et industrielle. Et puis, bien sûr, raison d'être du centre, des sites de tir pour fusées-sondes, pour lanceurs diamants, ou de plus gros engins encore comme la fusée européenne Europa. À 7000 km de la métropole, le centre spatial de Kourou est un site immense de 700 km², presque la taille de la Martinique. Et si on a installé le centre spatial ici, ce n'est bien sûr pas par hasard. Son ouverture sur l'océan permet d'abord aux fusées de passer loin des populations, et surtout sa proximité avec l'équateur permet aux lanceurs d'embarquer des satellites plus lourds. Au centre spatial, on envoie dans l'espace des fusées petits modèles comme Vega de
de taille moyenne comme Soyouz et de taille plus importante comme Ariane 5. Les lancements sont commandés depuis cet endroit, le centre Jupiter. C'est là que nous retrouvons notre DDO Jean-Marie qui est en pleine RG, répétition générale du lancement Ariane. Ici, en fait, vous avez le cœur névralgique du système où, en fait, convergent l'ensemble des informations qui permettent de donner ou non l'autorisation pour le lancement. Mais aujourd'hui, pas de lancement prévu. D'ailleurs, le pas de tir Ariane est vide. En fait, on joue, comme pour du beurre, toute la chronologie du lancement, c'est-à-dire toutes les étapes qui permettront d'aboutir au décollage de la fusée. DDO, écoute. Oui, je te confirme qu'on est bien en silence radar, à la fois côté radar CG et Weibel. Ok, reçu. Reçu. Bon, on n'a rien compris. Voilà, donc en fait, ce type d'échange que vous venez de voir, c'est quelque chose qui, effectivement, s'établit pendant toute la durée de la chronologie négative, hein, et qui permet progressivement de se rapprocher du lancement. Alors aujourd'hui, je vous rassure, le H0 sera fictif, puisqu'en fait, c'est une RG. Voilà. Le H0, c'est l'heure prévue du décollage. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert et il ne reste qu'une poignée de secondes avant le lancement, pour du beurre donc aujourd'hui. Rien ne décolle, mais tout le monde joue le jeu. Mais voici quand même une fusée de jeux vidéo qui décolle. Une demi-heure plus tard, après le largage fictif des 2 satellites, répétition générale terminée, DDO rassuré. Alors aujourd'hui, je suis très satisfait parce que les systèmes ont bien fonctionné, que nous n'avons pas eu d'anomalie. Maintenant, je dirais rendez-vous vendredi prochain, voilà, pour la vraie, cette fois-ci la vraie chronologie, celle de lancement. À J-4, tout le monde s'active donc sur le centre spatial pour ce tir d'Ariane que l'on prépare depuis plusieurs mois. Ariane est arrivée en Guyane en pièces détachées par bateau il y a déjà plusieurs semaines. On ne le sait pas forcément, mais la fusée se désagrège après chaque lancement. Ariane 5 est un lanceur à usage unique. Dans ce bâtiment aux allures de cathédrale, les opérateurs ont d'abord érigé la partie centrale du lanceur, que l'on appelle étage principal cryotechnique. En langage humain, c'est un gros réservoir qui servira à propulser la fusée. Quelques explications avec Jean-Pierre Barlet, l'un des ingénieurs qui supervise l'assemblage d'Ariane. La propulsion sur le lanceur Ariane 5 ECA donc est une propulsion à base d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide. Étape suivante, l'assemblage des boosters latéraux. Ce sont des propulseurs remplis de poudre qui fourniront 90% de la poussée au décollage. De gros pétards en quelque sorte. Et qui dit explosif dit danger, tout est prévu en cas d'urgence. Donc nous sommes devant la manche d'évacuation rapide. Comme nous sommes dans un bâtiment pyrotechnique qu'on doit pouvoir évacuer rapidement et en toutes circonstances, il y a un moyen mécanique qui consiste en fait à sauter dans une espèce de chaussette. Donc la chaussette en elle-même que je tiens dans la main, là j'en tiens un tronçon, ralentit la chute de l'opérateur qui peut moduler sa vitesse. Il peut sauter et descendre extrêmement rapidement et se retrouver ici sur ce tapis de manière à évacuer le plus rapidement possible le bâtiment. Bonjour. Pour l'heure, on ne va pas descendre, mais au contraire monter. Direction le dernier étage pour une vue imprenable sur ce mécano géant. Là, on a une vue à peu près panoramique sur le lanceur. On voit bien le corps central du lanceur, donc étage principal cryotechnique. On voit bien donc les deux ensembles d'accélération à poudre, et aussi booster. Et puis on voit donc le deuxième étage d'Ariane 5 ECA, donc ici en partie terminale du lanceur. J'ai eu la chance de faire partie du développement d'Ariane 5
Et donc je me souviens, mais vraiment comme d'hier, du jour où on a constitué le premier lanceur Ariane 5 dans ce bâtiment. Je l'ai vu pour la première fois dans l'histoire du spatial, donc oui, ça c'est une impression très forte. Rapprochons-nous du deuxième étage d'Ariane, celui qui contient les équipements indispensables au vol. On n'a jamais été aussi près d'Ariane. Voilà, on peut même jeter un coup d'œil à l'intérieur. Donc là vous avez une vue directe sur la baie de propulsion donc, du deuxième étage. Ce sont des images inédites. Personne ne pénètre dans Ariane. Durant le vol, la fusée n'abrite aucun pilote, juste des ordinateurs de bord et des moteurs. Il y a bien quelques passagers un peu particuliers, ce qui justifie la raison d'être d'Ariane. Oui, bonjour. À quelques kilomètres du bâtiment de construction Ariane, cet homme nous emmène dans un endroit secret. Une salle blanche où l'on prépare quelque chose hors du commun. Mais avant d'en savoir plus, détour obligatoire par le vestiaire. Question d'hygiène. Donc là, on est prêt pour rentrer en salle blanche. C'est dans ce bâtiment que sont préparés les satellites qui partiront dans l'espace. Ariane peut en envoyer 2 sur orbite. Ce sera le cas dans 4 jours avec ses satellites de télécommunication. L'un est européen, l'autre brésilien, et ils ont été intégrés dans Ariane il y a une dizaine de jours. Alberto Novelli va nous montrer un autre satellite en construction qui sera lancé plus tard. Celui-ci a une mission très spéciale. On est en train de préparer les ravitailleurs européens, numéro 4, Albert Einstein, qui ira en mission à la Station spatiale internationale. Bon, je résume. Albert Einstein, le ravitailleur européen ou ATV4, c'est la même chose. Un cargo de l'espace qui va s'amarrer à la Station spatiale internationale, dans laquelle 6 astronautes passent plusieurs mois en mission. Et pour eux, l'ATV, c'est un peu comme le facteur pour nous. Les astronautes l'attendent beaucoup d'impatience parce qu'on amène beaucoup de nourriture, beaucoup d'objets dont ils ont besoin. Mais aussi, une fois qu'il sera amarré à la station, il est utilisé comme espace. Ça donne un volume de plus, donc il est aussi utilisé par les astronautes. C'est un endroit très calme, il n'y a pas beaucoup de bruit. Certainement beaucoup moins qu'ici en tout cas. Et maintenant, allons voir de plus près la soute de l'ATV. C'est là que les astronautes vont réceptionner leur colis. Donc là, on est en face du module pressurisé dans la partie arrière, où on mettra les sacs juste avant le lancement. Des sacs de nourriture, de vêtements et du matériel scientifique, mais pas seulement. Là, par exemple, ces petits Jedi travaillent sur le réseau d'oxygène. Il permettra tout simplement aux astronautes de respirer. Nous installons des indications pour les astronautes. Il y a des flèches qui leur indiquent l'utilisation du panneau de contrôle d'oxygène. En fait, les astronautes vont utiliser une clé spéciale pour fermer et ouvrir les valves d'oxygène. Nous allons donc vous laisser travailler, il ne faudrait pas faire d'erreur sur le réseau d'oxygène. Mais tout de même, pourquoi tout le monde ici travaille en tenue de bloc opératoire ? Le risque, c'est qu'on amène des virus et des bactéries à la station, qu'on puisse contaminer les astronautes. Ça, on veut absolument l'éviter à tout prix. Ce ravitailleur de l'espace sera lancé par Ariane dans 6 mois. Mais d'ici là, la fusée, elle, va accomplir d'autres missions. Le vol prévu dans 3 jours sera le 210e pour Ariane. Mais ici, dans le bureau de Damien Simon, on prépare le vol 212. On a déjà un petit peu compacté le planning, puisqu'on est coincé entre les fêtes de fin d'année, et puis le carnaval. Le carnaval, c'est juste après. Là. Et en Guyane, tu sais comment le carnaval, c'est important. Bon. C'est ça. C'est bien placé pour le savoir. Damien Simon est l'un des 7 directeurs des opérations du centre spatial. Ce job de DDO ne consiste pas seulement à lancer des fusées et prononcer le fameux compte à rebours.
Pendant 2 mois, il coordonne le travail de 150 personnes. La partie visible, la partie émergée de l'iceberg qu'on voit en salle Jupiter, qui est, est quand même la concrétisation, c'est le dernier jour. Voir les 10 dernières secondes. Oui, tout à fait. Effectivement. Mais il y a beaucoup de travail. Avant, il y a beaucoup de choses qui se passent avant. Beaucoup de travail. Ok, bon bah écoute, Florence, et puis... Je te renvoie le mail une fois que le nouveau POI est déclaré. Ça marche. Fin de réunion, Damien rentre chez lui à Kourou pour déjeuner à 1/4 d'heure de route du centre spatial. Quel est l'avis des métropolitains qui ont déménagé en Guyane? Lorrain d'origine, Damien Simon vit ici depuis 14 ans avec sa famille. De quoi se prendre pour un explorateur. Moi qui aime beaucoup la nature, on a des terrains de jeu qui sont extraordinaires. Entre la forêt, le fleuve, c'est quand même extraordinaire. On est juste au bord de la route. Moi, je vous défie de réussir à monter en haut de la colline en passant par la forêt. C'est tellement dense que vous n'y arriverez pas. La forêt, mais également le fleuve. Il suffit de jeter un coup d'œil dans la cour de Damien pour s'en rendre compte. Ça permet de se ressourcer en dehors, je dirais, de la vie, si elle n'est pas stressante, elle est au moins très prenante du centre spatial guyanais. C'est important de sortir des fusées de temps en temps. Oui, c'est important. C'est des métiers très très prenants. Et il faut pouvoir effectivement réussir à faire la part des choses et donc réussir à s'évader l'esprit. Bonjour ma chérie. Très bien. Ouais. Bonjour mon trésor. Tu vas? Bonjour ma grande. Ça va? Allez. Bienvenue chez nous. Alors tout n'est pas nickel, hein. C'est une maison en travaux. Tellement en travaux qu'on a dû occuper le garage et mettre une voiture dans le salon. Ah oui, Damien le DDO a une passion pour les belles autos. Voilà. Collectionner les vieilles voitures, c'est un peu envahissant, mais cela pourrait être pire. C'est un peu moins simple que les timbres, mais plus simple que les fusées, c'est sûr. Déjà, les voitures, c'est pas simple à collectionner. Vous imaginez les fusées? Mettre une Ariane, une Soyouz et un Vega ici? Ça va pas être simple, hein. Même au volant d'une vieille Jaguar, Ariane n'est jamais vraiment trop loin. J-1. Si tout va bien, Ariane décollera dans un peu plus de 24 heures. Aujourd'hui, une opération aussi délicate que capitale est en préparation. Le transfert d'Ariane vers sa zone de lancement. Et c'est un petit camion bleu qui va tracter la fusée pendant 3 km. C'est Gary Gaillou qui va conduire le camion. Donc le camion, lui, il roule sur ses roues et la table, elle est montée sur des rails. Donc moi, je vais qu'à décoller la table et la tirer pour la faire rouler sur les rails. Plus de 1500 tonnes qui vont s'ébranler pour prendre la route. Le poids du lanceur ajouté à celui de sa table de lancement. Vitesse maximale autorisée pour Gary, 3 km/h. La fusée, elle est debout derrière sur la table et on ne peut pas aller trop vite. En cas de secousse, on peut avoir des désagréments. Il faut être très calme, très posé, très zen, comme on dit. Et surtout pas de faux mouvements. Sinon, le convoi s'arrête illico. Donc le petit boîtier qui se trouve ici, c'est un récepteur d'alarme qui m'indique que s'il y a un souci sur le lanceur, que je dois m'arrêter pendant que nous roulons. Si Gary est prêt à partir, derrière lui, la fusée ne l'est pas encore. Le responsable du transfert, Romain Pariès, est d'ailleurs un peu stressé. L'opération a pris du retard. Là, on termine d'ici 15 minutes. Là, on a à peu près une demi-heure sur la déconnexion fluide deuxième partie. C'est-à-dire on est une demi-heure de retard? Ouais. Donc là, je vais lancer. La partie méca est à peu près à l'heure. Comme on a un peu de marge au niveau fluide, je vais la lancer. On va pouvoir lancer l'accouplement du tracteur à la table. Ok. C'est une idée, ça. Voilà. Romain dirige la centaine de personnes qui travaillent sur ce transfert. Il suit à la minute près l'avancée des opérations sur son plan de bataille. C'est ce qu'on appelle la loupe de chronologie. Elle rassemble l'ensemble des opérations classées par différents corps de métier sur toute la journée. Jaune, c'est commencé, et quand c'est orange, c'est terminé.
Donc en fait les opérations ont commencé depuis 5h30 ce matin, elles vont se poursuivre jusqu'à ce soir vers minuit et l'ensemble des opérations doit être terminé de façon correcte pour pouvoir autoriser les opérations de chronologie finale demain. Responsable sol méca pour responsable transfert. Ouais, donc tu peux lancer la SM4008MT, l'accouplement tracteur à la table. L'accouplement tracteur à la table, c'est l'opération qui vient juste avant le départ du camion et de la fusée. Attends, c'est dans l'autre sens, vas-y. Tout se fait en douceur, sans à-coups, car les boosters latéraux de la fusée sont remplis de poudre. Doucement maintenant, doucement. Stop. Voilà, c'est fait. Là c'est bon, on est fait, je vais annoncer la fin de l'opération à la radio pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est bien sûr le transfert vers la zone de lancement. Gary, le chauffeur, va enfin pouvoir appuyer à fond sur l'accélérateur. Alors salut. Quelques minutes plus tard, Ariane s'élance. Et la voilà qui se promène tranquillement dans la jungle guyanaise. Une image bien insolite, filmée à bonne distance par Jean-Gilles Assard, un journaliste de la télé locale. 500 tonnes en mouvement, ça fait quand même quelque chose d'assez impressionnant si vous êtes juste à côté. Malheureusement, on n'a pas, nous, l'autorisation d'y aller parce qu'il y a des consignes de sécurité une fois de plus. Même nous qui sommes ici, nous sommes en limite de sécurité. Donc nous, journalistes, nous devons nous trouver beaucoup plus loin pour effectivement ne pas être mis en danger. C'est vraiment une opération délicate malgré tout. Et voici sans doute l'image la plus spectaculaire. Ouais, c'est le plan qu'on ne veut jamais louper, parce que c'est le plan où on la voit le mieux. Et puis il y a vraiment ce côté insolite de la fusée qui est sur la route. Après 1h30 de route et quelques arrêts, Ariane arrive enfin sur son pas de tir. Elle y patientera jusqu'au lendemain. En attendant le décollage, bienvenue aux îles du Salut, 3 îlots situés à 15 km au large de Kourou. Ne vous fiez pas à leur aspect paradisiaque. Jusqu'en 1947, ces îles abritaient l'un des bagnes les plus durs de Guyane. Elles ont vu passer ces îles le capitaine Dreyfus ou Guillaume Seznec. Il n'en reste aujourd'hui que quelques vestiges et des touristes curieux de connaître les conditions de vie des bagnards. On y trouve des punaises, des puces, des poux, des cafards. Et même des morpions, vous voyez. Les moustiques venant en supplément la nuit, égayer le sommeil des bagnards. Vous voyez que c'est pas triste du tout. Hein. Et à quelques dizaines de mètres de là, Angèle, l'aubergiste de l'île, prend soin de ses clients. Vous avez pris l'apéritif déjà? Oui. Ok. Gigot. 2 gigots et puis un accoupa, s'il vous plaît. 2 gigots. Ah ouais, et si vous avez le 40 un accoupa. Ici, ça n'en a pas l'air, mais nous sommes sur le territoire du Centre spatial guyanais. Ces îles sont sur la trajectoire directe des lanceurs. Elles ont été rachetées par le CNES, la NASA française, en 1971. Et les fusées, croyez-moi, c'est bon pour le business. Ça apporte des gens, puisque bon, il y a le centre spatial, plus toutes les activités qu'il y a autour du spatial. Donc tous ces gens, ils habitent sur le continent. Donc pour eux, c'est les îles du Salut, c'est une sortie qu'ils font souvent. Donc c'est des gens qu'on voit, c'est des clients qu'on voit régulièrement. Voilà. Angèle habite ici depuis 17 ans. Elle fait son petit tour de l'île presque tous les jours. Il y a du bateau aujourd'hui. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bateaux. La mer est belle hein, aujourd'hui. Hein. Ici, c'est une de vos vues préférées de l'île? Oui, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et puis on voit ce qui se passe.
Au détour d'un palmier, on découvre un drôle de bâtiment qui rappelle que les fusées ne passent pas loin d'ici. Bah, je sais pas. Ça, c'est le suivi de fusée, c'est le cinéthéodolite qui est ici depuis bien longtemps. Il y a les techniciens qui viennent pour faire un suivi de fusée par de là. Donc la fusée est présente sur l'île, car en quelque sorte. Eh oui, eh oui. Habiter sur une île au-dessus de laquelle passent des fusées présente quelques inconvénients. À chaque lancement, il faut évacuer son rocher. D'ailleurs, ce sera le cas pour Angèle dans moins de 24 heures. Nous sommes au jour J pour Ariane. H-10, décollage prévu à 18h05. À part quelques rares opérateurs, personne n'approche Ariane. Dans quelques heures, sa partie centrale sera remplie d'hydrogène et d'oxygène qui serviront à la propulser dans l'espace. Un mélange dangereux et potentiellement polluant. Pour vérifier l'impact du décollage sur l'environnement, 2 ingénieurs, ceux-là, font le tour de la zone de lancement. On va déposer le premier capteur ici dans l'axe du Carnot. Le Carnot, donc, c'est le tunnel que l'on voit ici et qui canalise les gaz de combustion, les gaz d'échappement du lanceur. Vas-y, tu le mets là. Les capteurs qu'il pose sont tout simplement des barquettes en plastique. Donc ce bac d'eau va servir à recueillir les retombées chimiques sédimentales. Non, c'est la première fois qu'elle le fait. Donc voilà, hop. Juste de l'eau. Juste de l'eau distillée, qui ne contient pas d'ions. Et donc les retombées chimiques sont composées principalement d'alumine, donc d'ion aluminium, et de HCl, donc d'acide chlorhydrique. Le contenu de ces barquettes sera analysé en laboratoire. Au total, 45 capteurs de ce type sont posés sur le centre spatial. Et tout cela au pas de course, bien sûr. On a des contraintes horaires, puisque la chronologie Ariane 5 a démarré, donc on ne doit pas traîner. Après plus de 200 tirs d'Ariane, on imagine qu'on commence à avoir un peu de recul. Alors, est-ce que ça pollue un lancement ? On ne trouve de la pollution qu'en champ très proche, au niveau du chemin de ronde. Après, en champ lointain, on ne trouve jamais rien. Maintenant, ça permet... C'est très localisé. Voilà, c'est très localisé, parce qu'en fait, les gaz de combustion sont extrêmement chauds. Donc en fait, ils montent très très vite dans l'atmosphère. Donc ça reste vraiment très localisé au niveau de la zone de lancement. Mission terminée, l'équipe des capteurs peut s'éloigner de la zone de lancement. H-8. À 12 km de là, une centaine de personnes assistent à un briefing en salle Jupiter. Il s'agit des clients d'Ariane, dont les satellites seront lancés tout à l'heure. L'homme au polo vert représente l'une des sociétés de télécommunications qui envoie un satellite. Coût du billet Ariane, 100 millions d'euros. Pour lui, on peut dire que la pression monte doucement. Avant tout lancement, on est toujours très excité et un peu anxieux. Bon, là, tout va bien pour la fusée et pour le satellite. Et on attend de savoir si tout ira bien pour la météo. Et justement, au même moment, au beau milieu du centre spatial, l'équipe météo envoie des sondes, comme celle-ci, à 30 km d'altitude. L'objectif est de vérifier la vitesse des vents. Ces sondes sont envoyées grâce à des ballons. Voilà la bête. Le fameux ballon gonflé à l'hélium. Une grosse baudruche. Allez, on y va. Des vents d'altitude trop forts empêcheraient le lancement, car en cas d'accident, les débris du lanceur représenteraient un danger pour les populations. La sécurité ici, c'est une obsession. 4 juin 1996. Le premier vol d'Ariane 5 est un échec. Peu après son décollage, sa trajectoire dévie
la fusée est détruite par les responsables du vol. Des débris retombent près du centre spatial. Heureusement, les zones touchées ont été évacuées au préalable. Ce sera le cas pour le lancement d'aujourd'hui. À H-6, tout le monde doit évacuer la zone de sauvegarde. Début de l'opération ratissage. Gilles Hardivilliers est l'un des responsables de la sécurité du centre spatial. On va où là? Au bâtiment Vesta là-bas. Ce matin, nous avons ratissé la zone proche qui est environ 1 à 2 km autour du lanceur. Et là, nous allons faire dans la zone des 2 à 6 km autour du lanceur. De façon à s'assurer que la zone est bien vide de personnel. Le ratissage, c'est donc l'évacuation des bâtiments proches d'Ariane avant un lancement. Une trentaine de personnes travaillent dans celui-ci. PC sécurité d'unité Sierra. Début du ratissage Vesta. Pour début de ratissage, c'est noté. Vesta, c'est en fait ce bâtiment qui se trouve à 3 km du pas de tir d'Ariane. Il doit être ratissé pour le lancement. Pourquoi vous faites ça? C'est dans le cadre de la protection et de la sauvegarde des personnes et des biens, de manière à ce que s'il arrivait quelque chose, les personnels ne soient pas présents dans une zone qui puisse être de danger, de retombées d'objets ou de produits. C'est une étape très importante. C'est une étape qui garantit la sécurité de nos personnels, oui. C'est une étape évidemment humainement parmi les plus importantes, si ce n'est la plus importante. C'est justement l'heure de la pause casse-croûte. Les bureaux sont donc vides, ce qui facilite la tâche de la sécurité quand même. Bonjour. Nous allons ratisser le bâtiment, donc nous vous prions de bien vouloir sortir. Très bien, je m'en vais tout de suite là. Bonjour. On fait un ratissage, on vous prie de bien vouloir sortir. D'accord, merci. D'accord. Au même moment, un autre agent de sécurité ratisse lui aussi un entrepôt avoisinant le bâtiment Vesta. Suite du ratissage Vesta en ZTO. Un atelier exploré dans les moindres recoins. Il est vide. Tout le site a été évacué. La sécurité va pouvoir ratisser ailleurs. PC sécurité d'unité Sierra. Ouais, je vous écoute. Oui, fin du ratissage en ZTO pour la mission Vesta. Le problème, plus sérieusement, c'est qu'il n'y a pas que des bureaux dans la zone de sauvegarde. Il y a aussi la jungle. Et pour la ratisser, on fait appel à de très gros moyens. H-5. Base aérienne du centre spatial. Cette compagnie de légionnaires s'apprête aussi à partir en ratissage. Le colonel du régiment vient faire un dernier briefing avant le départ. Deuxième et troisième rotation de la 3e compagnie rassemblée. Capitaine Groy et officier adjoint. Adjoint colonel. À mon commandement, repos. Bon, les légionnaires de la 3, très heureux de vous retrouver sur cette mission. V210, c'est notre mission prioritaire. Attention à la routine. L'important, c'est de toujours remettre en cause ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, on est parti sur la dernière phase. Bon lancement. Allez, pour la compagnie. Garde à vous! Ces légionnaires seront héliportés à 6 km d'ici. Ils atteindront leur zone de ratissage en quelques minutes. Le groupe de légionnaires 3e heureux que vous voyez accroupi, prêt à embarquer dans l'hélicoptère, est un groupe qui va partir sur une patrouille au nord du CSG, sur la zone marécageuse. C'est une zone très difficile d'accès. En 1 heure, 2 hélicoptères vont enchaîner les rotations pour transporter les militaires. Nous devons nous assurer, dans la mission de protection du lancement de la fusée Ariane, qu'il n'y a personne
sur cette zone. Personne pourquoi? Personne pour des raisons de sauvegarde. Il ne faudrait pas mettre en danger la personne qui s'y trouverait, mais également personne avec des intentions malveillantes. Nom de code, Opération Titan. Le nom est d'à propos, car la mission de ces légionnaires est véritablement titanesque. Plusieurs centaines de kilomètres carrés de marécages, de savanes et de jungles à inspecter. Avec pour principaux ennemis la chaleur et les moustiques. C'est des soldats qui ont l'habitude d'aller dans les terrains difficiles, très entraînés. Et ils sont là pour durer longtemps sur ce terrain-là, pour aller au fin fond de la forêt. Donc voilà, on les entraîne pour ça et là ils aiment aller dans les terrains difficiles. Dans les airs, sur terre, sur mer, un tir d'Ariane mobilise plus de 500 militaires. Leur présence à chaque lancement est la démonstration que le spatial est un secteur hautement stratégique. Pendant ce temps, branle-bas de combat aux îles du Salut. Marie, viens ici, regarde, on a tout ça à débarrasser. Nous retrouvons Angèle, l'aubergiste, qui est très occupée. Angèle, c'est un peu la course là avant de partir? Oui, c'est un peu la course parce qu'on on doit tout ranger avant de partir. Comme c'est jour de lancement, Angèle et tous les employés du restaurant s'apprêtent à évacuer l'île. Ouvre les grilles là. Les grilles ouvrent. Mais il reste encore pas mal de rangements avant de rejoindre le bateau. Vous avez combien de temps là avant d'évacuer? Là, Vous avez combien de temps avant d'évacuer? là on a encore un quart d'heure. Petit café pour la route là. Oui, mais enfin, faudrait pas traîner là, Angèle. C'est ça quand on est pressé là. On n'arrive pas. Oui, madame, j'arrive. C'est bon. Pour l'instant. Allez, c'est parti. Allez, on y va. En voiture. Maintenant, Si Angèle stresse, Titine est à la cool. Départ pour Kourou dans 10 minutes. Angèle ne fait pas attention au radar sur la route. Remarquez, il n'y en a pas. Le convoi est un peu en retard, mais le bateau attend les habitants de l'île. Ils arrivent, tout le monde. Les pompiers. Angèle, ça fait pas bizarre au moment de partir à chaque fois quand même? Non. De laisser sa maison comme ça? Non, mais je la retrouve ce soir ma maison. Effectivement, si tout se passe bien, Angèle sera de retour dans 6 heures. H-3. Ariane n'est pas tout à fait prête, car le remplissage de son réservoir central se poursuit. Et pendant ce temps, à l'entrée du centre spatial, les premiers spectateurs arrivent au centre Jupiter. L'un de ses invités triés sur le volet s'inquiète tout particulièrement des humeurs du ciel. Oui. La météo est belle, le ciel est dégagé, ça devrait être pas mal. De ce côté-là, oui. De ce côté-là, non, pas bon là. Parce que ça sort là. Non, Ça sort d'où, ça c'est les, convections thermiques qui se créent d'un coup là. Marc Roy est ingénieur aérospatial. Il a participé à des dizaines de lancements de fusées et pourtant, il n'a jamais vu un décollage d'Ariane comme simple spectateur. Moi, je connais que le film qu'on voit le lendemain. C'est le grand moment parce que moi, personnellement, j'ai jamais fait ça. Je vais découvrir ce que c'est que l'ambiance d'un lancement de l'extérieur avec des gens qui sont aussi parfois novices, néophytes, etc. Donc, voir les réactions des gens aussi, ça peut être intéressant, je crois, sur un événement comme ça qui n'est pas forcément connu du cœur de la technique et en ayant la connaissance de comment ça marche, quoi. Vous allez voir ça après combien de temps de carrière? Presque 30 ans, ça fera 30 ans l'année prochaine. On y va? On y va.
Marc se rend sur le site Toucan, à 5 km d'Ariane, pour assister au décollage. Alors impatient, Marc ? Là, on est à 1h30. Je vous dirai tout ça à la fin, mais je pense que ça va être bien. Alors bon voyage, Marc, et à tout à l'heure, juste avant le lancement. Un autre spectateur averti va assister au décollage. Damien Simon, le DDO, amateur de belles bagnoles. Il y a un peu d'émotion chez tout le monde, croyez-moi, aujourd'hui. Tous les gens qui sont là, vous verrez, seront, si ça se passe bien, extrêmement heureux de la façon dont ça s'est déroulé. Même pour ceux... Damien Simon n'est pas aux commandes du tir d'Ariane. Il regardera le lancement dans les rangs du public, en salle Jupiter. Bonjour. Celui qui fera décoller la fusée, vous le connaissez. Il se trouve derrière cette vitre, Jean-Marie Bourjade. Il est très occupé par son tout premier lancement comme directeur des opérations. Nous resterons donc dans les rangs du public pour suivre le décollage. Alors là, toujours un peu d'émotion quand on rentre dans cette pièce et qu'on voit tous les opérationnels qui sont très concentrés devant, en train d'attendre tous les événements pour être sûr que tout va bien. À l'heure actuelle, tous les feux sont ouverts. Là, c'est quand même magique. Si tout va bien, dans 45 minutes et 30 secondes, ce qui est écrit au tableau là, on va réussir à donner un feu vert pour autoriser 780 tonnes à décoller pour aller mettre dans l'espace 2 satellites d'un peu moins de 10 tonnes. Et ça reste quand même de véritables enjeux, de véritables défis. Salut Damien. Tu vas bien? Oui, je te remercie. Voilà. Effervescence dans la salle Jupiter. Et dernière photo souvenir avant le début du spectacle. Si le dernier bilan météo est conforme à nos attentes, eh bien j'aurai le plaisir d'autoriser le lancement. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée et puis un bon vol. Voilà, Ariane 5 va partir ce soir. Merci. Bravo, bravo, effectivement, si tout va bien, Ariane partira dans un peu plus de 20 minutes. On y va. Marc vient de faire 20 minutes de bus et il arrive au site Toucan. Il découvre le point de vue sur Ariane. Donc on est très proche en fait. C'est l'endroit le plus proche pour le voir de l'extérieur. Il ne reste plus qu'à patienter. Les dernières minutes avant le décollage sont très longues pour Marc. Tout le monde a la pression qui monte, là c'est bon, là, ça vient là. Retour en salle Jupiter, où le public écoute attentivement les ordres du directeur des opérations. À tous de DDO, attention pour la séquence finale lanceur. Écoutez-le. Top. À 0, moins 7 minutes. Début de la séquence synchronisée. C'est la ligne droite. On est rentré dedans. C'est fini. Il n'y a plus de virage. C'est la ligne droite. Et vous verrez, si jamais on a un aléa technique qui va être lié à un niveau de remplissage qui ne sera pas forcément atteint ou un paramètre qui ne sera pas comme on veut, on devra repartir à moins 7 minutes. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus qu'un aléa technique qui peut nous arrêter. On ne fait pas décoller la fusée en appuyant sur un bouton. C'est un logiciel automatique qui va lancer Ariane. D'ailleurs, on se rapproche du H0. Ça monte. Ouais, plus que 2 minutes. À tous de DDO, attention pour H0, moins 1 minute. Voilà, 1 minute. C'est parti. C'est parti, on sort. On y va. Allez-y. Il va décoller. J'espère. Allez. Le lanceur est devant nous là, et maintenant dans 40 secondes, le ciel va s'éclairer, le lanceur va décoller, ça va être magique. Vous allez voir à la fois une lumière intense, on va croire que le soleil va se lever sur l'horizon, regardez ça. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage du moteur Vulcain, il y a encore 7 secondes avant qu'il décolle. Allumage EAP, décollage.
les poumons qui vibrent, c'est extraordinaire. 2 minutes plus tard, les propulseurs latéraux de la fusée, utiles seulement au décollage, ont rempli leur mission. Donc là, on va avoir bientôt la séparation des 2 propulseurs. Normalement, on va parfaitement le voir. Là, le ciel est complètement dégagé. C'est super, vraiment super. Et voici la séparation. Les 2 boosters sont les 2 points lumineux qui s'écartent de la fusée. Ils finiront leur voyage en mer. Le public est ravi par le spectacle. C'est très beau. Extraordinaire. Très émouvant. Fantastique. Alors Marc Verdict, première fois. Ça fait drôle, hein. C'est très émouvant. On sait que c'est des heures et des heures de travail, hein, aussi bien en Europe qu'après ici. Je pense que plein de gens se sentent satisfaits, hein, parce que déjà elle est partie, bon c'est pas fini, il faut qu'elle aille au bout, elle a encore du chemin à faire. Car la mission d'Ariane, c'est bien sûr de larguer ces 2 satellites sur orbite, à 36 000 km de la Terre. Suite de l'opération donc, en salle Jupiter. On la voit plus, mais il reste les yeux et les oreilles du CNES, qui sont toutes les antennes de télémesure qui permettent d'avoir la visibilité en temps réel sur ce qui se passe. Grâce à son pilote automatique, Ariane suit une trajectoire programmée. Pendant son vol, la fusée se sépare des différents éléments qui la composent, comme la coiffe, puis son étage principal qui se désagrège dans l'atmosphère. 28 minutes après le décollage, le premier satellite est largué et le deuxième va suivre 5 minutes plus tard. On est à 5 secondes de la fin, si tout va bien. J'attends que le DDO me dise que ça s'est bien passé. Il écoute les antennes. Séparation de la mission. Ça y est, c'est fini. Le lanceur a positionné là où il fallait les 2 satellites. C'est encore un succès. Explosion de joie dans la salle. C'est le 202e succès d'Ariane sur 210 lancements. Quelques minutes après la fin de la mission, nous allons enfin retrouver le DDO, Jean-Marie. Voilà Jean-Marie, son premier tir. Ah bon, c'est déjà vu. Hein. Alors Jean-Marie, un peu d'émotion, je suis sûr. Hein. Écoute, c'est un moment, voilà, c'est vraiment assez exaltant et bon, voilà, c'est un moment qui est grand. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire quand j'arrivais? Et la tradition, on veut que c'est la tradition. Nous remettons le sous-directeur des opérations, remet un comme le CSG. Voilà. Au vaillant. C'est une insigne. DDO, alors il y en a qui aux autres opérationnels. Qui les collectionnent, il y en a qui les gardent, il y en a qui les fument. Et ben moi je fais partie de ceux qui les fument et je l'avoue avec toute la franchise. Ariane 5 a encore de beaux jours devant elle. Sa retraite, ce sera dans une dizaine d'années. Elle sera alors remplacée par un autre lanceur, plus performant et surtout moins cher, Ariane 6.